Bonjour, rebonjour. Je m'appelle Ludovic Perrault. C'est marqué juste en dessous. J'adore Twitter, vous allez vite le comprendre lors de cette présentation. Déjà, merci de vous être déplacés si nombreux pour venir m'écouter pendant 35 à 45 minutes. Ça fait énormément de bien à l'ego, c'est un truc de dingo. Hein. Je suis Delivery Manager au Xebia Studio. Et pour la partie présentation, je n'irai pas plus loin parce que c'est pas spécialement intéressant, à mon sens. Le titre, mes 11 secrets pour réussir tous les ateliers, agile ou pas. Donc là, clairement, grosse promesse. Mise en danger. Alors, la tagline de la conférence, ça s'appelle « Build the Future ». Et moi, ma présentation ne sera pas spécialement techno. Je ne suis même pas convaincu qu'elle participera à construire le futur. J'espère que néanmoins, vous l'apprécierez quand même. La genèse de cette présentation. Peut-être que vous avez déjà vu cette image, cette caricature, cette satire. Moi, je l'ai vu passer sur Twitter durant l'été. Je la trouve assez savoureuse. Il paraît même que dans certaines sociétés, elle est affichée sur des portes de réunion. Ça me fait un peu peur quand même. Nous sommes tous réunis ici. Nous avons déjà participé, voire même subi des réunions. Et parfois, lors de ces réunions, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu le sentiment de perdre du temps de vie professionnelle. Parce que, à la fin, il n'y avait pas de résultat tangible, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de décision qui était prise. Voilà, elle m'a fait un peu peur, cette photo. Et en fait, du coup, je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais nous craignons la réunion. Je vous ai trouvé deux petites informations. Au fait, on pourrait se dire que cette présentation va être péremptoire parce qu'elle n'est pas basée sur des faits ou sur des études sociologiques, voire même des faits statistiques. Pour tout ce qui est statistique, mathématiques, pour ceux qui vraiment en veulent en prendre plein la vue, je vous recommande de rester dans cette salle. Juste après, il y a du machine learning dans la vraie vie par mes éminents collègues Sandra Pietrowska et Johan Benoît. C'est eux, les mathématiciens. Moi, je ne suis pas un mathématicien. Deux informations, difficiles à recouper. Je ne connais pas Jeudi Mérite, mais elle assène que chaque semaine de travail que nous passons 3,8 heures dans des réunions qui ne sont pas productives. 3,8 heures en France, ça voudrait dire quasiment 10%. Ça me paraît beaucoup. Alors là, par contre, l'information du Figaro, moi, elle me glace le sang. Pourquoi elle me glace le sang? Cette année, j'ai eu 40 ans. C'est ma 17e année de vie professionnelle. Savoir que j'ai passé... envisager que j'aurais passé le plus clair de mon temps depuis que je suis sur le marché du travail en réunion, je trouve ça un peu vertigineux. On craint la réunion. Et j'ai cherché le coût moyen d'une réunion pour trouver des faits beaucoup plus réels. Donc j'ai pris mon meilleur navigateur, j'ai pris mon meilleur moteur de recherche, Google, et j'ai tapé coût moyen réunion. Et là, j'ai trouvé tous les bons plans pour partir à la réunion. Ça m'a évoqué deux choses. La première, je me demande si mes cookies, quelque part, ne me trahissent pas, peut-être que j'ai besoin de vacances, on ne sait pas. Et puis, en fait, je me suis fait cette réflexion-là, peut-être que tous ensemble, tous ici présents, on préférerait être à la réunion qu'en réunion. Pour être un peu plus sérieux, dernièrement, il y a quelques temps, donc j'ai l'occasion de me promener, j'ai un passé de coach agile. Un coach agile, qu'est-ce que ça fait? Ça vient dans des équipes de développement pour essayer de nouvelles méthodes, de nouveaux cadres de travail. Et j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait une espèce de glissade. En fait, comme on craint tous la réunion,
On essaie de trouver des nouveaux termes, des nouveaux noms pour rendre ça un peu plus cool. Et on parle de plus en plus d'ateliers. J'ai remarqué que ça prenait le pas sur la réunion. Pourquoi? C'est tout simple, parce que la réunion, c'est péjoratif, c'est connoté. Comme je vous le disais, je pense que nous redoutons plus ou moins d'y perdre de la vie, du temps de vie professionnel. Et puis en plus, bien souvent, c'est un événement qui est lourd d'un cadre de formalités plutôt ennuyeuses et plutôt surannées. Et parfois, malgré le fait qu'on réunisse dans la même salle pendant un temps fini des personnes plutôt compétentes, il n'y a pas de résultat. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut que nous nous accordions sur le vocabulaire. Didier Deschamps. Alors oui, je parlais de Twitter. Je vous recommande vraiment mon fil Twitter à Ludovic Perrault. Il y a une ligne éditoriale extrêmement claire. C'est-à-dire, j'y parle des articles méthodologiques que je croise, qui sont des sources d'inspiration pour moi, de sport et de ma récente passion pour les feux de cheminée. Donc franchement, c'est un fil Twitter à ne pas rater. Donc les fondamentaux, c'est les définitions. Dans Wikipédia, tout simple, vous inquiétez pas, c'est le slide le plus long à lire dans la présentation. La réunion de travail, ça permet normalement de traiter en groupe un ou plusieurs problèmes que si on cherchait à traiter individuellement de manière isolée, eh ben, il aurait peu de chances d'être résolu dans les délais impartis et de répondre au niveau d'exigence requis. Par ailleurs, la prise de décision, dans la mesure où les différents acteurs sont présents, est extrêmement rapide. Dit comme ça, il est un peu ambitieux quand même, Wikipédia. Et pour les amoureux du français, le mot workshop peut se traduire par atelier collaboratif. L'atelier, c'est une variante de la réunion de groupe, à la différence près que tout le monde participe activement. Le sujet, il est défini à l'avance par les organisateurs, tout comme l'objectif, c'est construire une réflexion, trouver une idée, partager un savoir particulier, etc. En fait, la différence que je fais entre réunion et atelier, elle va se chercher dans l'étymologie anglaise d'atelier, workshop. C'est-à-dire que ce qui est important dans workshop, c'est work. Bien organisé, un atelier, c'est quelque chose où tout le monde va travailler. Et je vais tenter de vous donner toutes les petites astuces que j'utilise pour faire de ces moments-là des vrais moments collaboratifs et éventuellement fun. Ça y est, on y arrive à la promesse, parce que là, vous ne l'avez peut-être pas senti, mais c'était le tunnel introductif. Dans la salle, vous savez ce que ça veut dire, clickbait? Non, oui, non. En fait, clickbait, c'est un terme qui a une traduction française qui n'est pas très élégante, putaclic. Vous savez, parfois, quand vous vous baladez sur Internet, vous vous retrouvez avec des articles au titre vraiment évocateur et avec des promesses délirantes. Ça a l'air des cadres. 5 choses à savoir pour gagner plus. Ne mentez pas, je sais que vous avez cliqué. Ces 21 cupcakes absolument parfaits, vous en mettez plein les yeux. Avis aux perfectionnistes. L'idée derrière le clickbait, c'est généralement une grosse ficelle marketing pour chercher à vous vendre quelque chose. Moi, cet après-midi, j'ai rien à vous vendre. Par contre, j'ai utilisé la même ficelle pour susciter votre intérêt, votre curiosité pour vous rassembler dans cette salle. Allez, c'est parti. Les 11 secrets. Vous n'en pouvez plus, je le sens. Le premier secret, rien de génial, préparez votre plan. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais j'ai déjà assisté à des ateliers de travail complètement faits à l'arrache. Ça ne marche pas, normal. Ce que je mets derrière la préparation, c'est des choses vraiment simples, basiques. C'est-à-dire qu'on l'expliquerait à un collégien, il pourrait le faire. Format de votre atelier et le timing associé est limpide. J'aime bien les réseaux sociaux, vous l'avez compris, je vous ai parlé de Twitter. Il y en a un autre que je trouve plutôt pratique, notamment quand je suis amené à travailler avec des gens que je ne connais pas. Ça s'appelle LinkedIn. C'est tout simple, ça permet de tricher et d'identifier vos participants et les profils des participants. Je m'explique, il y a potentiellement besoin de savoir d'où viennent ces gens et quels sont leurs profils. Ce sont plutôt des profils IT, des profils marketing,
des profils business, parce qu'on n'interagit pas de la même manière avec un dev, avec un manager ou avec un marketing. Enfin, une recommandation d'usage, peut-être que c'est évident pour vous, moi j'en suis pas complètement convaincu que ce soit évident pour tous. L'organisateur de la réunion, ce n'est pas la solution, c'est le facilitateur. Sa charge, sa responsabilité, c'est de la mise en place d'un cadre qui va permettre aux participants de résoudre le problème posé. Ça, c'est le seul slide vaguement conceptuel. Le reste, c'est vraiment des choses bêtes et méchantes. Je le répète, un collégien pourrait les trouver. Je ne l'ai pas trouvé tout seul, hein, finalement, cette conceptualisation de comment bien monter un atelier. Je l'ai piqué à un certain Gaël Rebman, qui fait partie de l'équipe des coachs agiles de Xebia, et qui s'en est servi dans son atelier auquel vous avez peut-être participé ce matin, de Game Inception. Un bon atelier, en fait, ça se décompose en 3 phases. La première phase, c'est la divergence. Voilà, on va prendre le parti, on va vraiment s'appuyer sur l'intelligence collective et la diversité des profils pour pouvoir diverger. Ensuite, on met tout le monde dans un cadre. Un cadre, c'est très simple, c'est définir des règles du jeu, définir un timing et faire tout le nécessaire pour que cela tienne. Et enfin, la convergence. L'atelier, il doit déboucher sur quelque chose, un livrable tangible, sinon, vous aurez perdu vos participants et surtout, ils ne reviendront pas la prochaine fois parce que vous n'aurez pas été efficace. Le deuxième truc et astuce, c'est s'inspirer. Donc, je vous l'ai expliqué. Moi, j'ai un petit passif de coach agile. Et en fait, copier, c'est déjà créé. Tout simplement, qu'est-ce que je veux dire par cette phrase-là? Il y a déjà dans la littérature beaucoup de formats d'ateliers qui existent. Donc je vous en ai donné quelques-uns. Donc ces 2 bouquins-là, Innovation Games et Game Storming, si vous les prenez et que vous les lisez ensemble, ça vous donne 60 formats d'ateliers tout prêts à l'usage. C'est quand même assez formidable. Le troisième exemple que je vous donne, c'est Squad Health Check de Spotify. Pourquoi je cite cet exemple dans le copier, c'est déjà créé? Donc, Spotify est un Rex extrêmement connu dans le monde des agilistes. Ils ont été en mesure d'animer et de faciliter beaucoup d'équipes agiles en parallèle. Ça a été beaucoup documenté par Henrik Nieber. Et pourquoi je vous donne ça? C'est que le Squad Health Check, c'est finalement la base d'un atelier tout simple qui peut être répliqué à l'infini. Il est basé sur une signalétique très simple, compréhensible de tous, vert, orange, rouge, les feux tricolores, tout le monde connaît ça. Ensuite, face à cela, il y a des thématiques abordées. En définitive, ça permet de faire un health check sur ce que vous voulez. Il ne tient qu'à vous de faire identifier à vos participants sur quelle thématique on veut faire un health check. Et ça peut se faire de manière participative aisément. Toujours au rayon de copier, c'est déjà créé. En définitive, un atelier de travail, donc c'est réunir un ensemble de gens, peut-être 8, 10 participants, et les faire travailler ensemble. Et pour bien les faire travailler ensemble, il suffit d'avoir un support. Donc cet exemple que je vous donne, c'est le Lean Canva. Là encore, un format très populaire dans le coaching agile pour, au départ, identifier, pour challenger un business plan de manière hyper rapide. Le business plan, à la base, c'est 2-3 mois de travail. Ça peut être un document extrêmement lourd et suranné. Eh bien, Ash Maurya, finalement, il a craqué cela en faisant répondre à 9 questions ses participants. Moi, je ne fais pas du Lean Canva à tout va. Tout ce que ça me donne comme point de départ, c'est que il suffit de se poser les bonnes questions auxquelles on a besoin de répondre lors de cet atelier et de faire travailler tous ensemble les participants. Troisième truc et astuce. Bon, ça peut vous sembler être un enfonçage de porte ouverte, mais il faut systématiquement verbaliser clairement et simplement l'objectif de l'atelier. Je vous donne 2 phrases. Boileau, le siècle des Lumières, un philosophe. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je crois même que la suite et les mots pour le dire viennent aisément. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, Ludo, c'est moi.
Présentez-moi votre problème comme si j'étais un enfant de 8 ans. Ça peut paraître vraiment tout con, excusez-moi l'expression, mais parfois on cherche à surcomplexifier les problèmes que nous cherchons tous à résoudre dans le monde du travail. C'est pas la peine. Généralement, il suffit d'être en mesure de verbaliser une phrase très simple qu'un écolier pourrait construire, c'est-à-dire verbe, sujet, verbe, COD, ou verbe à l'infinitif plus COD. Ça pose le cadre, ça y est, on a notre problème, il n'y a plus qu'à réfléchir et travailler. Quatrième truc et astuce, j'affiche un déroulé par étapes. Voilà, je vous ai fait une photo d'un menu et vous allez comprendre pourquoi par la suite je fais le choix de le faire sur du vrai papier avec un vrai stylo et pas un ordinateur. Le déroulé par étapes, de cette manière, vous lancez un message aux participants, vous savez où vous allez, on est en sécurité. Le cadre est posé, on sait exactement comment on va utiliser l'heure, l'heure et demie, les 2 heures qui sont dévolues à cet atelier-là. Moi, je vous conseille également de le laisser afficher. De cette manière, chacun peut s'y référer quand il le souhaite, quand il en a besoin, quand il a été pris d'un micro-sommeil, qu'il doit raccrocher les wagons. Hop, il regarde sa montre, il sait vaguement où on en est. Et toutes les étapes sont timées a priori. Et ça, c'est extrêmement important. Cela donne toutes les chances de tenir l'horaire. Voilà. Regardez. Donc, je vous l'avais dit, sur du vrai papier. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer quelle différence ça fait de le faire sur un vrai papier au lieu de l'afficher sur un ordinateur. Un peu de patience. 5e truc, faut énoncer les règles du jeu. Et il faut les énoncer clairement. On est quasiment en 2018 et vous en avez peut-être conscience ou pas, mais la technologie est votre ennemi dans ces moments-là. C'est des sources de distraction vraiment très nombreuses. Moi, le premier, dès que je peux papillonner, je sors mon téléphone portable, pof, 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 je regarde mes mails, je regarde mon fil Twitter, je regarde mes SMS, je regarde ma liste de courses pour ce soir. Enfin, c'est extrêmement facile de décrocher. Il faut les combattre explicitement. Voilà. Et ça, moi, je le fais en intro, avant même d'attaquer l'atelier. J'ai bien souvent cette feuille-là, celle-là ou une autre, que je reprépare et que je contextualise. J'explique aux participants que pour que l'atelier soit efficace, il faut qu'on soit tous concentrés. Et du coup, il n'y a pas de notebook. Voilà. Pas de notebook. J'ai préparé mes petites feuilles A4, mes feutres, et de cette manière, je me donne une chance d'avoir toute l'attention des participants. Et puis, pour ce qui est de l'hyperconnectivité, dont je suis une victime claire, je l'affiche clairement également. Je dis, voilà, nous sommes des junkies du téléphone portable, mais pendant ce temps-là, on va tâcher d'être raisonnable. Et finalement, sur ce petit truc-là, le point le plus important, c'est le dernier, qui est affiché en haut, là. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes garant du cadre et de la future réussite ou du futur échec de l'atelier. Donc, c'est très simple. Dès la première incartade, vous, gentiment, vous faites rectifier le tir à l'auteur de cette incartade, sans le mettre en difficulté non plus. Sous la forme d'une blague, on peut rattraper la personne qui a commencé à regarder son téléphone et essayez, vous verrez, il y en aura beaucoup moins après des incartades. Bon, il y a une question de ton aussi, c'est comme avec les enfants. Un autre truc et astuce, je vous conseille vivement de vous adapter au nombre de participants. Et là, vous vous posez la question, mais d'abord, qui sont ces jeunes gens ? Et d'abord, pourquoi des photos de groupes de rock ? Pourquoi les Beatles et Muse, pour ceux qui n'auraient pas reconnu ? Parce que j'aime bien ces groupes déjà. Ils font de la bonne musique, vous ne trouvez pas, non ? Le message caché derrière cela, c'est d'expérience. J'ai fait aussi pas mal de formations agiles. Je vous conseille de faire des groupes de 3 à 4 personnes, et pas plus.
Parce que quand on commence à avoir plus de 4 personnes dans un groupe de travail qui travaillent sur le même support ou sur le même problème, on a ce qu'on appelle communément des passagers clandestins. C'est quoi des passagers clandestins? Elle n'est pas de moi cette expression. Cette expression, je l'ai lue dans un article qui mettait en exergue le fait que le brainstorming ne fonctionnait pas. Donc sous ce titre un petit peu racoleur, comme le titre de ma présentation, ce n'était pas un passage à tabac des techniques de brainstorming. Non, non. Disons que l'auteur, je ne sais même plus qui c'est, ça devait être un consultant d'un Big Five, disait simplement qu'il constatait que quand il y avait trop de monde, il y avait des gens qui décrochaient et qui n'étaient pas vraiment là. C'est ce qu'il a appelé des passagers clandestins. D'expérience, en formation, en animation d'atelier, si vous faites des groupes de 5 personnes, vous pouvez être sûr qu'il y en a une qui ne travaille pas, qui ne bosse pas. C'est un peu dommage. 3-4, c'est vraiment parfait. C'est parfait aussi pour l'autre petit truc et astuce. Vous devez, pour bien réussir, vous appuyer sur la diversité des profils. Tout à l'heure, je vous parlais de LinkedIn, de profils IT, marketing, commerciaux. Qui sont ces beaux jeunes gens musclés? Ce sont les All Blacks. Moi, ce que j'aime bien comme image derrière ça, l'équipe de rugby, c'est vraiment un sport super cool parce que tout le monde peut y jouer. Les gros, balèzes, ils sont là pour pousser à la mêlée. Les grands élancés rapides, ils sont là pour marquer des points. Les petits tactiques, ils sont là pour organiser le jeu. Le message sous-jacent, c'est qu'il y en a pour tout le monde et on a besoin de tous les types de personnes pour réussir notre atelier. Donc, si vous avez bien fait votre travail préparatoire et que vous avez un petit peu triché, en fait, les équipes, vous avez 2 options. Soit de manière un petit peu dictatoriale, c'est vous qui les construisez, en prenant en compte qu'un tel est un technicien, une telle est une marketing, une telle est un commercial, en respectant cette limite de 4 max. De cette manière, vous allez avoir des équipes qui vont être bien balancées, qui finalement concentrent toutes les expériences, toutes les expertises, toutes les compétences dont on a besoin pour résoudre le problème que nous avons posé. Voilà, tout simplement. 8e truc et astuce, la magie de la timebox. La timebox, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la terminologie toute simple pour dire, en français on pourrait traduire ça, mais ce n'est pas très élégant, par boîte de temps, c'est se donner une limite temporelle, tout simplement. Et à mon sens, la timebox, c'est l'avantage concurrentiel de Scrum. On revient un instant dans le monde de l'agilité, c'est la gestion de la limite de l'encours. Scrum, comment il gère la limite de l'encours? Tout simplement, en règle générale, on se donne le temps d'une itération, une boîte de temps, 2 à 3 semaines, c'est un temps fini. Face à ce temps fini, on va chercher à délivrer un incrément logiciel. Et en fait, ce qu'il y a de magique avec la timebox, c'est que en respectant cette timebox-là, bien souvent, on atteint peut-être pas 100% de l'objectif, mais un bon 80-90% de l'objectif. Et c'est déjà super. Est-ce que vous connaissez la loi de la Parkinson? Oui, non, oui, ça aussi, ça tourne. Cette loi de Parkinson, elle dit que tout travail finit par occuper le temps qui lui est imparti. C'est-à-dire, vous donnez une tâche à quelqu'un, vous lui donnez une semaine, boum, il réussit. Vous donnez la même tâche à la même personne, vous lui donnez 2 semaines, il réussit, il a mis 2 semaines. Vous donnez la même tâche à la même personne, vous lui donnez 1 mois, il réussit, il met 1 mois. En fait, il faut prendre le contre-pied, pas le contrepartie, la contrepartie. Le contre-pied de cette loi-là, c'est-à-dire que moi, je vous encourage vivement à mettre des timings, mais outrageusement ambitieux pour les phases de travail en petits groupes. Voilà, vous avez donné un support de travail, peut-être des post-it, vous avez créé des équipes, 3-4 personnes, et puis vous leur faites, bon, voilà, vous avez 9 questions à répondre. Aujourd'hui, je vous sens vraiment en forme, vous avez la patate. Et puis c'est easy, quoi. Vraiment, le problème qui est posé, vous l'avez déjà craqué 3-4 fois dans votre vie professionnelle. Bon, on va se donner 4 minutes pour les régler. Vous ne me croyez pas? Non, je ne dis pas 4 minutes. Je dis 6 à 7 minutes. Un peu arbitrairement, je n'ai pas over-designé le temps que je vais leur allouer. Et bien, magiquement, vous allez avoir des résultats. Ils ne vont peut-être pas réussir à répondre aux 9 questions, mais une équipe aura les 7 premières questions, l'autre équipe aura les 6 dernières questions. Et quand on arrivera à la phase de convergence, magiquement, on aura la réponse à toutes nos questions. Vous l'avez compris, moi j'aime bien le sport.
Et je pense qu'on peut aussi, en définitive, tirer des ficelles de ludification, voire de compétition, pour faire arriver les gens au résultat qu'on souhaite obtenir. Donc l'image est toute simple, hein. L'esprit de compétition, je ne dis pas que toutes les personnes, je ne dis pas que 100% des personnes ont un esprit de compétition exacerbé. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça pour avancer. Par contre, on sait qu'il y a des personnes, alors elles se subliment dans l'esprit de compétition. Pour illustrer le propos, je vous ai donné je vous affiche les photos de deux super compétiteurs, Nadal et Bolt. Bolt a commencé à perdre au crépuscule de sa carrière, hein, l'été dernier, et encore perdre, hein, il doit faire médaille de bronze. Nadal, lui, c'est encore pire que ça. Hein. Je pense que tant qu'il sera vivant, lui, il ne prendra pas sa retraite sportive. Hein. Il faudra le chasser dehors. Hein. Il sera encore en fauteuil roulant qui criera Vamos sur les cours de Roland-Garros. La saine compétition entre les équipes, c'est une grosse ficelle, finalement, qui pousse les gens à se mettre au travail. Et ça marche. L'intelligence collective, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, c'est très en vogue. Qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit rien de génial, hein. Il suffit simplement de créer les conditions du travail collaboratif. Ça ne dit rien de génial, mais en définitive, si vous y réfléchissez, dans notre scolarité, on n'a pas tant fait ça en France. En France, le modèle de la scolarité, c'est plutôt très individuel. Il y a d'autres pays, ils sont plutôt dans la co-construction. Et bien, mine de rien, arriver dans un cadre, tirer des ficelles de construction collaborative, ça devient quasiment différenciant encore à l'heure actuelle chez nous. Je vous donne une petite recette pour prendre le meilleur de chaque équipe et construire une solution commune. Voilà. Vous l'avez bien compris, on a différentes étapes. Une première étape, vous avez splitté 12 personnes en 3 équipes de 4 et vous êtes à un moment où vous avez 3 solutions. Eh bien, ce qu'il faut faire, et il faut le faire plutôt en amont, il faut annoncer la couleur parce que sinon les gens sont pris au dépourvu et ils commencent à flipper. Pour chaque équipe, vous avez défini finalement ou identifié un porte-parole, un capitaine, qui va présenter dans le détail sa proposition et sa solution. Ensuite vient le temps des questions et des réponses. C'est-à-dire un temps de questions-réponses, c'est toutes les autres équipes peuvent poser toutes les questions qu'ils le souhaitent sur comment l'équipe A a fait émerger sa solution. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour des 3 solutions, on a une vision commune d'une solution qui n'a pas complètement émergé encore, parce qu'à ce stade, on peut avoir 3 solutions différentes. Moi, je vous encourage dans ces cas-là à faire un feedback exclusivement positif. De cette manière, on identifie les points forts de chacune des solutions, et avec 3 solutions qui ne sont pas parfaites, on a une chance de construire une solution qui sera peut-être proche de la perfection. Et une fois qu'on a fait le tour des propositions, soit la bonne solution émerge naturellement, soit il est maintenant temps de se mettre tous sur la même feuille pour finaliser le livrable de l'atelier. Voilà, c'est contre-intuitif, je viens de vous dire il y a 5 ou 10 minutes qu'il faut faire des petits groupes, mais en définitive, quand on en arrive là, peut-être que 30 à 40 minutes se sont écoulées, les gens sont peut-être un peu moins focus, mais ils ont compris quelles étaient les règles du jeu, et ils sont maintenant dans une forme d'état mental qui autorise de se mettre tout le monde sur le même support. Mon dernier truc et astuce, ou plutôt une mise en garde, parce que c'est souvent galvaudé, c'est l'importance cruciale du débriefing. En situation de formation, alors, bonus, je ne sais pas ce que vous pensez des formations, moi je pense qu'une formation, c'est réussi quand c'est comme un cocktail. C'est 1/3 de savoir académique de la part du formateur, 1/3 de retour d'expérience de la part du formateur et 1/3 de mise en pratique. Si lors d'une formation, vous n'avez pas mis la main à la pâte, il y a à peu près une chance énorme que vous n'en ayez pas finalement compris et surtout assimilé les concepts et les trucs qu'on vous a appris. Ah, puis c'est un cocktail, donc on peut rajouter encore une chose, une petite pincée d'humour. Généralement, ça permet de passer un meilleur moment. Ce que j'ai appris en étant formateur pendant une courte période, c'est que dans les phases d'atelier, il faut ne pas galvauder les temps de débriefing. Il faut un temps nécessaire pour
pour finalement vraiment bien capitaliser ce qu'on a obtenu de notre atelier. Parce que sinon, à la fin, on s'expose au même travers qu'une mauvaise réunion. Pas de décision, pas de plan d'action, ou alors, comme je disais, une mauvaise capitalisation des résultats obtenus. Il y a une autre option, si vous n'avez plus le temps de faire ce débriefing en live, vous pouvez le faire après coup. Vous avez probablement les adresses mail de tous les participants. 2017, téléphone portable, appareil photo, vous prenez tous les supports que vous avez obtenus, les feuilles de papier, les canevas que vous avez préparés, même les post-it, pof, 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 vous en faites des photos, vous mettez tout ça dans un PDF, et s'il est nécessaire, vous pouvez convoquer un second tour, tout simplement, pour être sûr qu'on capitalise correctement. En fait, j'ai dit 11, mais il y a bien entendu un petit truc bonus. Je vous encourage vivement à essayer, dans la mesure de possible, à faire preuve de fun. Bah voilà, hein, tout à l'heure, en intro, je vous ai affiché une satire de réunion. Moi, souvent, ce que je redoute en réunion, c'est de m'ennuyer. Et j'aime pas m'ennuyer. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de ces secrets puisent leur inspiration dans la gamification. La ludification du travail, c'est des choses qui sont plutôt tendance depuis maintenant quelques années. Je ne saurais même pas le dater, peut-être 5 à 10 ans parmi nous. C'est pas du tout dangereux. Les gens sont prêts à jouer dans un cadre professionnel. Il faut, dans certains environnements, peut-être ne pas leur dire explicitement que ça va être de la gamification. C'est pas parce que c'est du travail qu'il n'est pas possible de s'amuser. Si vous êtes à l'aise avec ça, l'humour, c'est aussi une ficelle qui fonctionne plutôt bien. Alors après, ça a manié avec précaution. Il faut être un peu sûr de son coup. Quand c'est mal utilisé, c'est difficile pour l'animateur et c'est difficile pour les participants. Après, on ne se leurre pas, le fun ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place un cadre de gamification que ça va forcément bien se passer. En guise de conclusion, et parce que ça m'en manquait un petit peu de post-it, je voudrais résumer ces 11 trucs et astuces finalement et les classifier en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est bien entendu la planification. Ne vous leurrez pas, pour bien préparer un atelier, il faut prévoir du temps en amont. En gros, si vous devez préparer un atelier qui, selon vous, fera 1 heure, je pense qu'il y a au moins 1 heure de préparation, peut-être même plus. Finalement, il y a assez peu de gens qui préparent correctement des ateliers. La deuxième thématique, c'est la facilitation. Je le dis, je le répète, l'animateur, ce n'est pas lui qui détient la solution, ce sont les participants. Lui, il est juste garant du cadre, comme je disais. Enfin, je vous encourage vivement à utiliser des ficelles, celle-ci ou d'autres, réfléchissez, ce n'est pas interdit de réfléchir, pour générer la collaboration et la gamification. En fait, dans un temps contraint, avec les bonnes personnes, vous pouvez craquer tous les problèmes professionnels qui sont posés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les problèmes que nous résolvons tous les jours, on pourrait les confier à des collégiens, bien souvent, 80% des problèmes. C'est les 20% restants qui sont vraiment difficiles à traiter. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment gênant où la salle pose des questions et la personne qui fait l'exposé n'a pas la réponse et va chercher à noyer le poisson. Elle va être facile. Peut-être. Est-ce qu'il vaut mieux avoir qu'un mode d'animation avec lequel on est à l'aise et pour ne pas perturber les gens à qui on le fait régulièrement pour qu'ils s'y habituent, ou au contraire, comme on pourrait le faire sur des rétros, à chaque fois on change pour être sûr qu'ils soient attentifs? Quel est le bon compromis? Parce qu'il y a un compromis. Alors la première partie de la réponse est simple, c'est que ne testez pas des formats d'ateliers sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise dans des contextes qui ne l'autorisent pas. Ce que j'entends par contexte qui ne l'autorise pas, je ne m'amuse pas à tester un format d'atelier avec des personnes que je ne connais pas en amont, directement.
la deuxième partie de la réponse. Si vous travaillez sur la durée, dans la longueur, avec des personnes, sur la durée, c'est-à-dire de manière répétée, là par contre, de toute façon déjà, un type d'atelier ne va pas vous permettre de résoudre tous les types de problématiques, donc bien entendu, il faut contextualiser et adapter. Et en complément, question de collégien, le 4 inclut l'animateur ou pas? Parce que comment on va le faire demain, on veut savoir. J'ai pas compris. Le 4 personnes maxi, est-ce que ça inclut l'animateur? Non, c'est exclu. En fait, ce que je dis, 3-4, c'est vraiment pour les sous-groupes de travail. Le message que je veux faire passer par là, c'est que c'est foncièrement imaginez votre atelier, vous avez besoin de 10 personnes, ou 10 personnes ont été invitées parce qu'on considère que ce sont les 10 personnes nécessaires pour résoudre le problème. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de mettre les 10 personnes sur le même support. Ça ne marche pas. Alors, le problème qu'on a souvent, c'est dans la diversité oui. avec laquelle on commence. Et avec la fameuse équipe de rugby, ça devient un combat. Et donc, on se retrouve toujours avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et de là à les mettre d'accord, c'est vraiment la plus grande difficulté. Donc, entre le business qui tire vers une solution simple, facile et pas chère, et les techos qui tirent vers une solution durable et sexy, donc de là à prendre une décision, ça devient impossible. Je comprends, donc on s'imagine, hein, on a un atelier, et puis il y a 3-4 personnes, elles viennent de l'IT, 3-4 autres personnes, elles viennent du marketing, 3-4 autres personnes, elles viennent des métiers, du business. En définitive, la réponse, elle est là encore dans la constitution des équipes. C'est pour ça qu'il faut les mixer, c'est-à-dire qu'au sein de 4 personnes, je vais piocher un IT, un marketing, et en fait, ils vont se mettre d'accord. Il y a un truc un petit peu magique. Il faut absolument casser en amont de l'atelier ces groupes naturels-là. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous en remettre à la confiance sur la création des équipes. Si vous leur dites, bon ben voilà, je veux 4 personnes max, vous allez vous retrouver avec une équipe d'IT, une équipe de marketing, une équipe du business. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est, oui, rassemblez-vous par pôle d'expertise. Comme ça, vous les identifiez, vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, et vous les piochez un par un, comme si vous étiez à la petite école. De cette manière, vous allez voir, les batailles de cathédrale, elles sont quasiment cassées d'entrée de jeu parce que les gens sont obligés de travailler ensemble. Ça me fait penser que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de vous expliquer finalement pourquoi j'avais recours moi-même à des formats papier. Donc je fais la parenthèse maintenant, ça me prend 1 minute. En définitive, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a une différence avec une présentation formelle, où vous avez un grand écran, alors pas forcément aussi grand hein, quand vous préparez un atelier, et le fait de présenter de cette manière, comment ça va se passer. Ce truc-là, je l'ai piqué d'Jürgen Appelo, qui est une personnalité un peu connue dans l'agilité, et sa formation, Management 3.0 Workout, elle m'a marqué parce que toutes ces slides étaient papier. De cette manière, ça permettait également de combattre le recours à la technologie. Et vous savez, ces 10 notebooks ouverts sur la table qui cassent la collaboration et la communication, je pense qu'il faut montrer l'exemple. Et dans ces cas-là, venez sans votre notebook, préparez vos supports sur papier, et d'entrée de jeu, ils vont comprendre que la règle du jeu, c'est que ici, pendant 1 heure, des notebooks, il n'y en aura pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tu nous as montré 2 ouvrages en début de présentation. Oui. Et, moi, je sais que ce qui me pose le plus de problèmes dans ces ateliers, c'est de là. C'est la préparation. Ouais. Je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice. J'ai l'impression que ça me consomme beaucoup plus de temps que ça devrait. Est-ce que dans ces ouvrages, on trouve aussi les bonnes façons d'approcher la préparation ? Non, pas particulièrement. Il donne, alors les 2 bouquins, Innovation Games et Game Storming, en substance, comme je vous le disais tout à l'heure, il donne en cumulé, je dirais, une 60aine de formats d'ateliers disponibles. Il donne des préconisations sur les timings. Il donne également des préconisations sur le nombre de personnes pour lesquelles c'est éligible.
Mais pour préparer, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner avant. Ça recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure. Si tu sais que cet atelier, c'est le bon atelier pour résoudre un problème avec des personnes et que tu ne l'as pas encore joué, idéalement, il faudrait le jouer avec des personnes de confiance avant, à blanc, pour s'entraîner en tant qu'animateur, pour être en mesure, derrière, de très bien l'animer en situation réelle. Et je connais que cette technique-là hein, comme préparation. J'ai pas le problème d'avoir des participants que je connais pas. D'accord. C'est toujours mon équipe ou des gens de ma boîte on n'est pas nombreux. Mais du coup, ok. Ça répond à ta question? Ouais, c'est un exercice difficile et il faut pratiquer pour savoir préparer correctement. C'est comme le vélo. Plus t'en fais, plus c'est facile. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à des équipes délocalisées? Excellente question. Mince alors, je crois que finalement j'ai changé d'avis et la technologie c'est cool. Délocaliser, là il n'y a pas d'autre choix que de sortir son MacBook, sortir un Hangout, mais ça va être très compliqué. Enfin, faut pas se leurrer. Après c'est une question de valeur. Si l'atelier a énormément de valeur, il faut colocaliser. Je suis désolé, hein, c'est une réponse qui est peut-être insatisfaisante. Ou alors, il y a une autre option, hein, c'est de, quelque part, entre guillemets, mirrorer le facilitateur. Parce que sinon, ça va être vraiment très compliqué. En gros, le facilitateur, il va être au bout d'un fil, et peut-être qu'une autre équipe est quelque part ailleurs en France ou à l'étranger. Dans ces cas-là, il faut encore plus préparer, et il faut préparer avec un émissaire. Mais ce sera hyper casse-gueule, hein, clairement. Plus de questions? Je vous remercie pour votre attention.